Bienvenue, merci d'être venu pour cette conférence sur les EDR. On est parti pour 45 minutes environ, ce sera peut-être moins si on avance vite. Je vais faire un peu d'interactif, poser des questions, vous faire lever les mains parce qu'il est 14 h, on a toutes et tous envie de dormir. Donc à vos cafés et à vos boissons énergisantes ou ish. Je viens parler de l'EDR. Je suis responsable en sécurité informatique de manière générale sur le niveau professionnel. Tout le monde m'entend d'ailleurs ? Là-bas, au fond, la personne la plus éloignée de moi. Si jamais vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me demander de parler un peu plus fort. Je suis responsable de sécurité informatique de manière générale. J'aime pas venir avec des solutions. Je préfère venir dans une boîte et regarder quels sont les problèmes et après on envisage les solutions. Mais force est de constater qu'avec le temps, il y a quand même des solutions du standard, des choses qu'on fait tout le temps. Il y a 5 ans, j'ai été venu ici pour présenter, même probablement dans cette salle, présenter des demandes de s'il vous plaît, mettez-nous du Audit D et du SE Linux sur Linux du coup. Cette année, je viens avec la notion d'EDR. J'aime bien un peu embêter les gens, être un peu troll, comme vous toutes et tous. Qui a déjà entendu cette phrase ? En théorie, il y a plus de mains qui se lèvent. Qui a déjà prononcé cette phrase ? En théorie, il y a beaucoup plus de mains qui se lèvent. Ça marche aussi pour Mac, de manière générale. Sur Windows, on a toutes et tous l'habitude de devoir avoir un antivirus. Phrase qu'on a entendue très très souvent, au moins du monde de la sécurité informatique, c'est j'ai des Linux, c'est bon, j'ai pas besoin d'antivirus. On a évolué, on est en 2024, les gens, on en discutait ce midi, on n'a plus à présenter la sécurité. Les gens savent, tout le monde sait ce que c'est que la sécurité, pourquoi on en a besoin. Je me focus sur une petite stat et sur un sujet que toutes et tous vous connaissez probablement, la notion de ransomware. On a des chiffres en sécurité régulièrement, ça sont des chiffres de 2024. C'est un cumulatif. 90% des responsables informatiques ont été confrontés directement ou indirectement à un ransomware. On va atteindre les 100%, c'est-à-dire qu'on aura toutes et tous été victimes au moins une fois dans notre vie, en tant qu'utilisateur, utilisatrice ou en tant que responsable des ransomware. 86%. On est dans une nouvelle norme, puisque la phase 2 a débuté il y a quelques années, c'est-à-dire que 32% des attaques maintenant, c'est plus je t'ai chiffré tes données et donne-moi de l'argent pour les récupérer, c'est je t'ai chiffré tes données, donc toi tu n'as plus accès, mais moi je les ai prises, et si tu ne me donnes pas d'argent, je les envoie à l'extérieur. 32% des attaques maintenant. Et ça va paralyser des boîtes, petites et grandes, des associations aussi, pendant en moyenne 3 à 7 semaines. Évidemment, il y a des cas beaucoup plus rapides, et évidemment, il y a des cas beaucoup plus longs. Certaines grosses entreprises, 2 ans après, n'ont pas récupéré 100% de leur capacité. C'est une sorte de Covid long numérique. Donc c'est impactant. Et souvent, on nous dit sur Mac, mais sur Linux, on n'a pas besoin d'antivirus. Parce que ça arrive qu'aux autres OS. Ça n'arrive que sur Windows. Et c'est pas vrai. Et tu avais levé la main en disant « j'ai déjà prononcé cette phrase ». Ah, parce que ça fonctionne mal. Parce que c'est une augmentation de la surface d'attaque. Ouais, c'est un bon débat ça. On l'aura peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire une présentation un peu plus large et high level. Je vais rester encore un petit peu après la conf et on se met dans un couloir et on se tamponne. Ça n'arrive pas qu'aux autres OS parce que y a des cas de virus sur Linux. On les appelle pas forcément virus parce qu'ils ont un fonctionnement un tout petit peu différent et on aime bien quand la taxonomie est respectée. Pardonnez-moi. Un exemple, Cloud Snooper. Peu de monde va connaître ce nom-là. Cloud Snooper, c'est dans la catégorie des rootkits. C'est un module du noyau qui se présente sous le nom SND Floppy. SND, donc c'est la catégorie des modules du noyau pour les cartes son. Underscore Floppy, donc sous-entendu floppy disk, les disquettes. Ça ne lève aucune alerte. C'est un module du noyau qui faisait de l'évasion de données sur des Linux. Et Gnome. Gnome, le gestionnaire de fenêtres, que vous connaissez probablement. Voilà un petit module pour améliorer Gnome, pour un petit peu plus d'UX, un truc plus sympathique pour un utilisateur ou une utilisatrice, qui n'était pas forcément juste là à faire de l'UX, qui faisait aussi de l'évasion de données et de l'enregistrement de frappes de clavier. On va avoir les Hidden Wasp, j'ai mis.
Donc là, on est carrément sur Mirai et Azazel. Mirai, vous connaissez peut-être, hein, il a fait beaucoup de bruit, c'est celui qui avait attaqué les objets connectés, notamment chez OVH. Un command and control très connu notamment pour avoir permis le montage d'énormes réseaux qu'on appelle des botnets, des réseaux d'ordinateurs qui répondent à leurs nouveaux propriétaires. Bah, Mirai n'existe pas que sur les objets connectés ou sur Windows, il existe aussi sur Linux et sur Mac. Donc, je n'ai pas besoin d'antivirus parce qu'il n'y a pas de virus sur Mac, soyons précis. C'est une fausse vraie idée. Il y a un dernier virus sur Linux. Si vous faites de l'informatique et qu'il n'y a pas d'utilisateur ou d'utilisatrice, vous ne faites pas grand-chose. Enfin, c'est pas vrai, il y a des domaines un peu plus automatisés, mais voilà, il y a des humains. Et les humains feront toujours une connerie. N'importe qui, même les ingés en sécu, qui n'a jamais fait de bêtises en informatique ici. Pardon, du coup, j'ai inversé la question. Voilà. Pas de main levée, ça me rassure. On a tous et toutes fait une bêtise et ça peut avoir un caractère sécuritaire bien plus vite qu'on ne le pense. Je le vois assez souvent, quand je parle de virologie sur Linux, c'est souvent les tutoriels. Ah, comment j'installe vite fait un serveur web? Oh, bah, y a un script bash qui m'est donné et je le lance. Ouais, bah, le script bash en plein milieu, il désactive la SLR pour celles et ceux qui connaissent. Il va désactiver SE Linux, il va désactiver SSH V2 et ne laisser que SSH V1. Voilà. Et ça, les tutoriels, je vous invite, quand vous en croisez sur le net, même si vous n'avez pas l'intention de les suivre, juste à essayer de choper dans les trucs. Vous allez voir à quel point c'est courant que des petites bêtises soient au milieu. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, vous aviez un tutoriel pour installer un serveur web. À la fin, vous avez un serveur web, mais pas que. Petite protection par-ci, par-là, généralement dans /proc, qu'à sauter. C'est très, très, très courant parce que c'est un marché qui marche bien. C'est une préparation. Le dernier point de ce slide, la notion de porteur sain. Si on pouvait s'entendre, c'est pas le cas, mais si on devait s'entendre sur le fait qu'il n'y a pas de virus sur Linux, bah, il n'empêche que Linux fait partie de nos infrastructures. Que ce soit un filer avec Samba ou un Nextcloud ou tout simplement le transit, bah, y a des saloperies qui traversent nos Linux. Donc là, on aurait bien besoin d'un composant actif qui dise « Not on my watch », ça ne passera pas par moi. Et ça s'arrête là avant que ça atteigne le Windows. Ce serait une forme de protection numérique. Et dans ce cadre-là, je voudrais vous parler de la notion d'EDR, de MDR, de XDR et de MDR. Je ne parlerai pas de MDR. Le M, c'est pour manager. Mais j'aime bien mettre MDR parce que ça fait sourire. Qui ne connaît pas la notion de... Ouais, qui connaît la notion de EDR? On va faire du passif. Qui connaît, d'accord? Il y a une partie de la salle qui n'a pas eu affaire à la notion d'EDR, ou au moins directement. C'est normal parce que c'est un marché qui est réservé aux entreprises. Il n'y a pas de marché de l'EDR dans le monde personnel, et il n'y a pas non plus de marché d'EDR dans le monde associatif. Je ne vous parle pas aujourd'hui forcément à vos personnalités professionnelles, bien qu'il y a beaucoup de professionnels probablement ici qui peuvent bénéficier de Wazoo, mais dans le monde personnel et dans le monde associatif, on n'a pas d'EDR, ça n'existe pas, vous pouvez frapper à toutes leurs portes, ils vous diront pour une licence ou 4 ou 5 à la maison, je ne te vendrai rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas non plus pour les PME ou les auto-entrepreneurs. L'EDR, plutôt que vous dire tout de suite ce que ça veut dire Endpoint Detection and Response. Petit historique qui marche bien, parce que c'est toujours plus sympa. Jusque dans les années 2000, on parlait d'antivirus. Un antivirus, c'est quoi? C'est un logiciel qui, à l'époque, au tout début, regardait les noms de fichiers. J'aime pas ce nom de fichier parce que je sais que c'est une chose pas bien. Je le dégage. Évidemment, nous, on a renommé les fichiers autrement. On les a appelés cmd.exe. Et donc, l'antivirus est passé sur le MD5, ou de manière plus générale sur le H. J'aime pas ce fichier, je le dégage. Et quand on s'est dit, bah, on va mettre des choses pas bien dans des images, donc c'est pas juste le MD5 du fichier, bah, l'antivirus est devenu, à la fin des années 2000, quelque chose qui détectait à l'intérieur des fichiers des suites de caractères. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de détection par signature. Je repère quelque chose que je connais déjà. Quand on s'est dit c'est pas suffisant, on est passé sur ce qu'on a appelé à l'époque, ça a été assez court finalement, la notion d'antivirus next-gen, NG, où là on ne détectait plus uniquement les signatures, mais on détectait aussi le comportement. Ce n'est pas normal qu'un jeu vidéo, alors si je fais l'analogie avec aujourd'hui, c'est pas normal qu'un jeu vidéo sur votre téléphone vous demande l'accès à votre répertoire. Voilà, ça c'est une détection comportementale.
C'est pas normal sur un ordinateur qu'un jeu, que ce soit un logiciel libre ou un logiciel propriétaire, qu'un jeu de cartes commence à établir des connexions avec l'extérieur. Ça peut être normal, mais pour un jeu de cartes, quand même, c'est pas normal. Voilà la détection comportementale qu'on veut essayer d'éviter. Ou en tout cas, qu'on veut détecter. On est passé, dans les années 2010, à la notion d'EPP, Endpoint Protection. On n'est pas encore tout à fait sur le DR. Endpoint Protection, c'est tout simplement l'antivirus sur signature, la partie antivirus NG sur le comportement, mais en plus on rajoute la prise en compte de la stratégie globale avec le firewall, avec les applications signées que vous connaissez pour ceux qui sont sur Windows ou sur Mac, il y en a aussi sur Linux, et les applications vetted, les applications autorisées. Donc cette couche-là, c'est la protection EPP. On l'a gardée aujourd'hui, ça existe toujours parce qu'un EDR, c'est souvent un EPP plus autre chose. Là, on est dans les années 2010. C'est en 2015 qu'on commence à mettre au carré la notion d'EDR, donc Endpoint Detection and Response. Vous voyez l'apparition du R. On va commencer à imaginer qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça. Est-ce qu'on doit vraiment fermer l'application parce qu'elle a essayé d'ouvrir des ports ou des communications, ou est-ce qu'on peut simplement l'empêcher d'ouvrir des communications et la laisser tourner dans son coin. Je vous mets la dernière étape, puisqu'on y est là maintenant aujourd'hui. On parle maintenant de XDR. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé d'antivirus et de DR, ça concerne la machine. Dans une entreprise, on va avoir tendance à aussi aller regarder ce qui se passe sur les firewalls, sur les routeurs, pardon, sur les serveurs d'identité, les logs de login. On va aller regarder un peu tout ça pour se faire une idée de est-ce qu'on a un problème dans la boîte, notamment dans le cadre des ransomware. Bon, c'est bien de détecter qu'il y a un ransomware sur un ordinateur dans la boutique, mais généralement, s'il y en a un sur un ordinateur de la boutique, il faut très très vite détecter parce qu'il ne va pas rester sur un ordinateur de la boutique, il va partir sur plein d'ordinateurs. Donc le XDR, c'est ça. Le MDR, c'est vraiment très mal fait. Ce n'est pas du tout un nouveau concept, c'est juste managed. C'est juste quand vous le confiez à quelqu'un. Qui fait ça? Qui connaît des noms de DR? Arfang, ah ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas cité. Arfang, ignore la liste, elle n'est pas complète. Sentinel-One, ouais, tu triches toi. Ouais, Cybereason, Sentinel-One. Bon, j'ai cité une française, au moins, j'aurais pu en citer une autre. J'ai cité Tetris, en fait, il y a plein de noms qui circulent, c'est des noms que vous aurez peut-être croisés. Pourquoi j'ai mis cette liste? C'est parce que si vous les croisez en entreprise, mais que vous ne savez pas à quoi ils servent, ou si vous étiez jamais posé la question, c'est pour bien dire face à qui Oiseau va se poser. Donc ce genre de société, Tetris, Sentinel-One, Jimmy CrowdStrike et Cybereason, on peut aussi citer effectivement Arfang Lab et plein d'autres. Une idée du prix que ça coûte? Toi, tu n'as pas le droit de répondre. Très cher, ça fait quoi? On parle de quoi? Alors moi, je vais exprimer tout ça en par machine et par an. Combien ça coûte un antivirus ou un EDR aujourd'hui, comme on les appelle? Quelques dizaines d'euros. Ouais, c'est exactement la fourchette, ouais, c'est quelques dizaines. Bon, ouais, toi, tu m'aurais dû m'assister pour l'écriture des slides, j'aurais dû te les faire relire. Mais effectivement, ouais, c'est quelques dizaines d'euros. Et ton prénom? Laurent. Laurent, comme le dit Laurent, merci. Ça dépend de la négociation, c'est un marché qui est réservé exclusivement aux entreprises, donc on va partir sur des tarifs publics qui peuvent très facilement aller à 90 euros par an et par machine, et qui peuvent descendre, si vous êtes un gros groupe, à 17 euros par an et par machine. C'est pas forcément... alors, là, je vais prendre ma casquette professionnelle, c'est pas cher. Quand vous achetez un ordinateur entre 1500 et 3000 euros, qui sera amorti sur 3 ans pour un employé, une collaboratrice normale, on va changer les ordi à peu près tous les 3 à 5 ans. Moi, c'est un ordinateur qui donc coûte entre 500 et 1000 euros par an, et on vous propose de rajouter une facture au maximum à 90 euros par an. C'est pas ce qui coûte cher, enfin, ça coûte pas cher. Vous demandez de rajouter ça, un filtre, et une clé YubiKey peut-être, voilà, on va avoir pour 200 balles. Mais mon public aujourd'hui, c'est pas forcément uniquement les professionnels, c'est aussi les associations et les particuliers. Déjà, ça ne se vend pas aux associations et aux particuliers, et en plus, 90 euros par an, on peut aller au resto, 1 ou 2 fois, ou au McDo 4 fois. Donc ça fait une somme. Et on a un logiciel libre en face de ça. On a quelque chose qui existe, qui est très sympa, qui s'appelle Oiseau. Alors si vous avez du mal à retenir le nom et que vous avez entre 40 et 90 ans, je vous ai mis une image pour vous aider à vous en rappeler. C'est pas la même orthographe, mais ça devrait vous y faire penser.
Wazoo, c'est un logiciel libre avec toutes les composantes du logiciel libre et que vous pouvez installer dans vos infrastructures associatives ou personnelles. Plusieurs personnes dans cette pièce, il y en a au moins une, mais qui ont des infrastructures personnelles. On a des serveurs à droite à gauche, on a des ordinateurs, on a des choses comme ça. C'est toujours intéressant de surveiller la sécurité. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ouais, la première page. À gauche, à droite, pardon. Vous voyez que c'est beau. Et c'est important, moi j'aime bien quand c'est beau. J'aime beaucoup quand c'est beau, j'aime pas quand c'est pas de l'UX. À gauche, the Open Source Security Platform, Unified XDR. Je vous ai déjà donné la définition de l'XDR. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder les machines, on peut aussi se connecter à des switches ou à d'autres choses. Et SIEM. SIEM, c'est très très simple. Security Information and Event Management. Logiciel de gestion des incidents et des événements de sécurité. Tout n'est pas un incident, tout n'est pas un accident. Parfois, on a juste une alerte et c'est pas grave. Un SIEM, c'est juste ça, c'est cette plateforme qui gère ça. Wazoo est un SIEM et un EDR puisqu'il a une partie agent. C'est bien, Wazoo, c'est du logiciel libre. On peut aller décortiquer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait beaucoup de choses, donc ça ne va pas être une pile tech très simple. C'est un peu compliqué quand même. On va devoir collecter des logs. Je vais la lire parce que honnêtement, je ne la connais pas par cœur, hein, cette liste. On va devoir collecter des logs. On va devoir les traiter, on va devoir les normaliser. On va devoir faire de l'enrichissement, aller chercher des données ailleurs, récupérer, peut-être aller faire des calls API à l'extérieur pour avoir de la donnée en plus. On va avoir besoin de faire de l'analyse, automatisée ou par les humains, donc il faudra une bonne présentation. On va faire de la corrélation sur des IP, sur des machines, enfin, d'autres identificateurs de machines, sur des dateurs, des croisements, forcément, de données. C'est un métier d'enquête, en fait, que fait le SIEM. On va faire de l'interprétation, donc c'est de l'humain. Il faut quand même avoir une belle interface graphique qui est propre, sur laquelle on a envie de travailler. On va faire de l'évaluation, on va faire de la remédiation. Donc ça nous fait une petite stack technique pour couvrir tous ces produits-là qui n'est pas du tout monolithique. On va développer en C, parce qu'au moment de toute la notion de compute et d'efficacité de calcul mathématique, évidemment, d'autres langages sont très très bons là-dedans, mais il est difficile de penser que l'assembleur ou le C sont irremplaçables sur certaines de ces choses-là. Donc il y a du C, il y a du Python pour du scripting et du tool, il y a du JS pour de l'UX et de l'UI, et il y a des DSL, donc des Domain Specific Languages, du YAML, du JSON pour gérer des choses. Je vous le dis pourquoi, parce que si on se dit on va installer Wazoo et on va essayer de le pimper à notre sauce, c'est pas simple. C'est pas une solution magique, on y reviendra après, mais c'est pas une solution magique. C'est une solution accessible, gratuite, vous pouvez l'installer. Donc il n'y a plus de j'installe pas d'antivirus parce que je suis sur Linux, et il n'y a plus de j'installe pas d'antivirus ou de DR parce que ça n'existe pas. Ça existe et c'est disponible. Mais c'est compliqué. On est dans le principe du KISS, Keep it stupid simple. Donc, je fais une chose et je la fais bien, et ça veut dire, dans le cadre d'un métacomposant comme Wazoo, qu'on va utiliser des outils qui sont déjà existants. Je vous ai mis une petite photo, si vous avez du mal à retenir le principe du KISS et que vous avez entre 40 et 90 ans, ça devrait vous aider à vous souvenir de votre jeunesse. Peut-être plus avoir 50 ans que 40 ans là pour KISS quand même. Wazoo, en termes d'architecture high level, c'est très simple. C'est un agent qu'on pose sur la machine. C'est un serveur central qui reçoit des données de l'agent et qui pense à des choses. Et puis, c'est une base de données. L'agent, c'est OSSEC, donc c'est pas Wazoo, c'est OSSEC. C'est un autre projet libre qui fonctionne super bien, qui a sa spécificité, Keep it stupid simple. On réutilise OSSEC. Plus connu, je pense, Elastic et Kibana pour la partie base de données, visualisation, croisement et UX. Ça fonctionne, c'est réputé, c'est éprouvé, on réutilise. Évidemment, ça c'est high level. Quand on met un peu les mains dans le cambouis, c'est un peu plus compliqué. Ça ressemble un peu plus à ça. Ça reste simple, hein, ça reste un serveur avec des choses qui rentrent, et là vous avez le détail des fonctionnalités, donc sous-entendu les onglets sur l'interface graphique de ce que vous pouvez faire. Dans une implémentation, donc dans un diagramme d'implémentation cette fois, on a à gauche la notion de les endpoints que vous voulez protéger, que ce soit des VM, des laptops, des desktops.
Vous avez la notion de je vais recevoir des données, donc vous avez la notion de serveur, master avec des workers. Donc là, on est sur une architecture avec un petit peu de résilience et puis on l'a scalé pour pouvoir absorber pas mal de données pour les habituer, les load balancers en front, parce qu'on va quand même se prendre plein de données dans la tronche. Et à droite, vous avez la notion de dashboard et d'index pour pouvoir faire vos recherches et votre travail. C'est quelque chose d'extrêmement simple à comprendre. Évidemment, dans la vie du quotidien, c'est quelque chose qu'il faut savoir manipuler quand même. Petite partie tech. Qu'est-ce que je vous ai mis là? Une implémentation un petit peu à HLD de où se situe Wazoo dans l'usage au quotidien. On a Wazoo qui est là au centre, le Wazoo Manager, qui en fait aussi l'interface graphique. Et puis on a des données qui peuvent venir là, c'est de Amazon par exemple. On va collecter les données de Amazon via des outils d'Amazon. On les fait arriver dans Wazoo Manager, on peut les faire arriver depuis les agents, c'était la partie gauche du slide d'avant. On peut aller chercher des outils externes qui vont aussi donner des informations à mon Wazoo. Et puis après, lui, il pense et il me dit des choses. Et il me dit des choses dans l'interface graphique de Wazoo, ou si à titre personnel ou professionnel, j'utilise des mails ou du Slack, ou un autre outil, il peut évidemment communiquer avec Mastodon ou tous les outils du fait divers. Ça va me permettre de ne pas traiter les événements dans Wazoo, mais de les traiter dans mon workflow normal, y compris à la maison. Pensez les API de Signal ou de Telegram pour ceux qui utilisent Telegram, celles et ceux. Ça fait quoi et ça fait comment? C'est la grosse partie de qu'est-ce que c'est que Wazoo. L'objectif là, c'est que vous ayez toutes et tous envie de rentrer et d'installer Wazoo à la maison. Tout le monde ne sait pas à quoi ça sert un EDR. Nous, moi personnellement, à titre personnel, je suis dans la sécurité à titre professionnel, donc c'est toujours évident, mais c'est des composants qui font plein de choses, qui font rien en même temps, parce qu'il y a des humains derrière, et c'est toujours difficile de savoir mais à quoi ça sert cet outil et comment ça fonctionne. Donc je me lance dans une petite présentation de c'est quoi un antivirus et c'est quoi maintenant un EDR ou un XDR aujourd'hui. La première partie, elle est évidente, la sécurité des endpoints. C'est de garantir la sécurité du laptop. Je vais dire un truc qui est assez évident, mais la première étape de la sécurité, c'est de sécuriser. On n'aime pas, en tant qu'ingé sécurité ou responsable de sécurité, venir et devoir nettoyer quelque chose. On veut que ce soit sécurisé et concentrer nos efforts sur éviter que le problème arrive plutôt que le corriger. On préfère prévenir que guérir. Donc on va sécuriser, et la première des choses que va nous permettre Wazoo, par exemple, c'est le côté configuration management et change management sur les machines. Certains d'entre vous connaissent peut-être... qui connaît Puppet? Ouais. Qui connaît Ansible? Plus de mains. Qui connaît Chef? Un peu moins de mains, mais toujours des mains. Et qui connaît du coup SCAP, OpenSCAP et Oval, qui sont respectivement un format et un outil, qui sont là des checks. Vous connaissez Puppet, je vérifie la configuration et je fais un change si elle a changé. SCAP, c'est la même chose, orienté sécurité. On a des gros fichiers XML qui disent il faut que ça se soit activé, ça ne doit pas être activé. Et l'idée, c'est de checker que la machine elle est dans cet état-là. Tout simplement. La même chose que Puppet. Enfin, le côté remédiation qui n'est pas toujours systématique dans le format SCAP. Alors, c'est un peu plus embêtant pour les gens au fond. Je vais lire un peu, je ne vais pas lire le truc, obviously, mais voilà un peu ce que ça donne Wazoo. Vous pouvez constater que c'est quand même beau. C'est pas... Moi, j'y suis très attaché à cette notion de c'est beau, mais en gros, là, ici, on voit des choses comme, par exemple, le FTP serveur n'est pas activé. Voilà. Vous avez vérifié un jour sur le laptop, sur votre laptop, ou sur un petit serveur à la maison ou dans l'association, que le serveur FTP dont vous n'avez pas besoin n'est pas activé. Et en fait, vous devriez le faire toutes les minutes. Et jamais de la vie, vous allez vous connecter en SSH pour vérifier que le serveur SSH il est allumé ou pas, ou FTP. Ça, dans le Security Configuration Management, ça c'est un truc qu'on va faire régulièrement. On va automatiser des tâches de vérification de la configuration. On va avoir, ça c'était la première étape, le serveur FTP est-il allumé, et puis il y a des fois où vous avez besoin de l'outil. Exemple, SSH. Mais vous n'avez pas besoin que SSH accepte les mots de passe vides. Vous n'avez pas besoin que SSH V1 soit activé. Donc les anciennes versions, le mot de passe vide, je ne vous l'explique pas, mais le SSH V1, c'est une ancienne version et on préfère ne pas la garder pour des raisons de sécurité.
Bon, on va aussi aller vérifier à l'intérieur des outils leur configuration pour voir s'ils sont bien sécurisés dans leur configuration. Ça doit être les exemples qui sont là. Là, c'est l'IP table. Donc, c'est la configuration d'un outil un peu spécifique qui s'appelle l'OS. Mais c'est le fameux ex-IP table qui s'appelle maintenant NFTables qui est activé. Est-ce qu'il y a le blocage du trafic entrant qui est activé par défaut sur une station à la maison, le trafic entrant, il n'y en a pas. Le trafic entrant, le néo-trafic entrant. Il n'y a pas d'initiation de connexion sur vos ordinateurs perso à la maison. S'il y a une connexion qui rentre, c'est parce qu'il y a une demande de connexion qui est sortie et c'est un retour. Ça, on autorise. Mais il n'y a pas de connexion à vos machines à la maison. Qu'est-ce que j'ai mis là? Pareil, qui connaît la notion de patch management? Qui a déjà souffert de la notion de patch management? À peu près toutes les mêmes mains. Un grand nombre de fois, mes collègues, consoeurs et confrères, on va venir voir la boîte et on va dire est-ce que les logiciels sont à jour sur cette machine, sur ce serveur? Ce que je dis dans le monde professionnel, effectivement, se marie très bien aussi avec la notion d'infrastructure personnelle ou associative, hein, retenez bien ça. Il faut mettre à jour. Ce n'est pas vraiment de la sécurité, on en reparlera après, mais il faut mettre à jour. Et c'est chiant de devoir répondre aux ingés sécurité en disant « Ah ouais, il faut que je te fasse un listing. » Voilà, j'ai un agent sur une machine qui s'appelle Wazoo et qui dit « Il y a tel logiciel installé, et comme ça, moi, je vais peut-être avoir une alerte. Si j'ai bien configuré la chose, je ne vais pas, moi, en tant qu'ingé sécurité, recevoir l'alerte. Elle sera directement envoyée à la personne en disant « Ce serait bien que tu mettes ton Chrome à jour ou ton Thunderbird ou ton OS tout simplement à jour. » Ça, c'est une étape compliquée dans la vie de toutes les entreprises et associations. Mettre à jour. Faire, c'est toujours très sexy, mais mettre à jour et maintenir dans le temps. Wazoo rend ce service-là. Malware detection, là c'est évident, c'est les antivirus. Donc là c'est pareil, sur Linux on est plus orienté, donc rootkit que virus, on est plus orienté détection par comportement ou par indice que par la signature dans un fichier. On va avoir des choses comme ça qui sont encore assez jolies hein, en termes de présentation, puisqu'ils sont assez explicites. On voit des fichiers qui sont là, on voit des processus qui tournent. Donc quand on demande au kernel salut, tu as quoi comme processus en gestion actuellement? Et puis quand tu as fait, après on tape manuellement un PS, on se rend compte qu'il y a un processus qui est déclaré au niveau du noyau, mais qui n'apparaît pas dans la liste des processus. Ça, c'est un rootkit. Enfin, c'est 99,9% des cas un rootkit. Processus qui essaye de se dissimuler. Des ports qui s'ouvrent, des fichiers qui changent, ça, on va les voir avec Wazoo. Donc on détecte les éventuelles mauvaises choses qui sont sur la machine. Pareil, ici, on va avoir la notion de file monitoring, en disant j'ai vérifié ma configuration du fichier SSH, j'ai vérifié les droits sur le home directory de la personne, c'était bien, j'ai regardé, c'était 6.0.0, ça me va, mais il faudrait faire ça toutes les minutes. Surtout que sur Linux, on a aussi la notion de, vous pouvez faire un chmod, on est en discretionary access control, vous pouvez changer les droits en tant qu'utilisateur sans être root sur certains répertoires. Mais on voudrait bien que ça n'arrive pas, ou en tout cas, si ça arrive, on voudrait bien que ce soit détecté et que ce soit rapporté. Le file monitoring et les métadonnées sur les fichiers seront aussi surveillés par Wazoo. Puis quand on a sécurisé la machine, on va vérifier, ça c'est la notion de threat intelligence, est-ce qu'il ne se passe pas un loup, est-ce qu'il ne se passe pas un truc dans le réseau? Est-ce qu'il y a des marques, parce que des fois il n'y a pas juste l'ordinateur qui ralentit ou des fenêtres avec des personnes moins habillées qu'à l'habitude qui s'ouvrent. Il y a des choses qui se passent très discrètement. Pensez Bitcoin. Ça, il faut le détecter parfois dans les logs. Et le SIEM, qui est Wazoo, c'est beaucoup basé sur les logs. Donc, on va être amené à lire les logs. Ces slides-là sont assez faciles sur le log management. Beaucoup d'entre vous ont déjà croisé ce genre d'interface puisque c'est du Kibana. C'est un peu rebrandé, un peu intégré, évidemment, mais c'est du Kibana. Il faut lire les logs, faire du croisement, cocher des cases et lire les messages, extraire depuis des logs qui sont parfois abscons, puisque maintenant, de plus en plus, on les a en JSON. Ils sont chiants. Merci de les faire en JSON, mais ils sont chiants à lire quand on est un être humain. Là, on va avoir Wazoo qui va extraire les bonnes parties, qui va nous permettre de faire des corrélations automatiques sur les datéeurs, pour dire la suite des événements et celle-là. On va pouvoir faire des corrélations sur des user agents dans le monde du web, sur des adresses IP dans le monde du web ou de l'infrastructure. Ça, c'est la partie threat intel. On va effectivement avoir aussi, qu'est-ce que j'ai mis là? Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ce slide, peu importe.
On s'en fout. Threat intel, derrière le threat hunting, il va falloir courir après le loup. Le threat hunting, en règle générale, on va le faire de diverses manières. On va utiliser des API. Vous avez peut-être déjà entendu parler pendant le Capitole du Libre ou ailleurs d'outils comme VirusTotal. Voilà, on va leur demander si les fichiers ils sont infectés. Si on a détecté un fichier infecté, bah, VirusTotal va nous dire c'est un fichier infecté, mais parfois il va aussi nous dire je pense que la personne qui te court après, c'est tel groupe. C'est très très important en sécurité de savoir qui vous attaque. Évidemment, sur le plan personnel et associatif, c'est rarement des gouvernements qui vont nous attaquer, et tant mieux pour nous. Dans le monde professionnel, ça peut parfois être des gouvernements. Si vous savez que c'est un gouvernement en face de vous, il faut vous attendre à une attaque qui va durer dans le temps, peut-être 1 an, 2 ans. Ce n'est pas les mêmes ressources qu'on met en jeu que quand on sait que l'attaque, c'est un script qui lise, et qu'une fois qu'il aura tenté son script et que ça n'aura pas marché, elle sera terminée, là on croise les doigts et puis ça passe. Vérifier comment les gens qui nous attaquent, essayer de deviner qui nous attaque, ça passe en sécurité par les TTP, donc les tactiques, Techniques and Procedures, c'est-à-dire qu'on regarde dans les logs comment les gens essayent de nous attaquer, et en fait chaque groupe d'attaque a sa méthodologie, ses fiches pratiques, ses checklists à faire, et en fonction des techniques et des tactiques qu'ils utilisent, ou des procédures qu'ils utilisent, on sait que c'est la Chine qui nous attaque, ou c'est les États-Unis, ou la Russie. Ça c'est le threat hunting. Donc on essaye de trouver quelle est vraiment l'attaque, de vraiment la comprendre et de savoir qui nous attaque. Là on voit, pour ceux qui font un peu dans la sécurité, les Yara Rules, puisqu'on utilise les Yara Rules dans des règles Yara, c'est un outil qui nous permet de dire, je définis un peu la signature, vous voyez, dans un antivirus normal. J'avais mis une signature en disant, bah, telle suite de caractères, c'est ça, bah, la Yara Rules dans le monde moderne, c'est un peu si ce fichier fait cette forme-là, ou si les informations contenues s'enchaînent comme ça, alors tu me lèves une alerte. Je simplifie un peu, je sais pas si... Il y a du monde de la sécurité dans la salle? Ou une personne, 2, 3, ouais. Soyez indulgents. Les opérations de SecOps, c'est forcément à aborder. C'est un outil qui est fait aussi pour le monde professionnel. Dans le monde associatif, on a aussi des opérations de SecOps. C'est pas forcément une équipe de sécurité opérationnelle qui les gère, mais il faut les gérer quand même. On va avoir tout ce qui est la réaction. Encore un nouvel acronyme, on adore ça en sécurité, SOAR, Security Operation Automation of Response, ou un truc comme ça. La réponse automatisée, comme si ça pouvait exister un jour, mais lançons-nous dans cette utopie. Wazoo peut réagir. Celui-là, si j'ai mis le bon slide, tout à fait, c'est juste pour vous montrer au niveau des OS que là, on a du Ubuntu, on a du macOS, on a du Microsoft, parce que Wazoo s'adresse à l'ensemble du parc, et qu'on a des remédiations possibles. Ça se passe là dans la partie droite, on peut déconnecter un ordinateur, on peut l'éteindre, on peut le redémarrer, on peut lui envoyer un script pour faire en sorte qu'on ait une remédiation plus ou moins automatisée, avec les notions de playbook et de scénario. Typiquement, un playbook standard de ransomware, j'ai détecté qu'une machine était attaquée par un ransomware, je la déconnecte du réseau. Je ne veux pas qu'elle aille infecter d'autres machines. Voilà. Ça, c'est la notion de SOAR. 100% des humains auraient pris cette décision, donc on peut l'automatiser. Là où je suis très critique avec la notion de SOAR, c'est que rares sont les situations où 100% des humains auraient pris la même décision. C'est finalement assez rare. Mais bon, ça existe, et on peut, puisqu'on est sur la technologie, enfin sur la technique du XDR, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux endpoints, Mac, Windows, Linux, mais on s'adresse aussi aux équipements réseau comme les routeurs, les firewalls, et on le verra juste après sur le cloud. On peut très bien aussi dire, j'ai un problème de sécurité, je demande au firewall de bloquer telle IP entrante. Vous l'avez déjà fait, j'ai oublié le nom, avec Fail2Ban, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, des remédiations automatisées, j'ai trop de 404 dans mon fichier de log, je bannis cette IP. Voilà, ça c'est déjà du SOAR, voilà, on a des niveaux un peu plus élevés, où aujourd'hui, c'est pas on peut déjà le faire avec Fail2Ban, mais on le fait aussi avec Wazoo. Je détecte dans mon infrastructure, donc au cœur de mon infrastructure ou très en profondeur, des choses pas bonnes qui viennent de cette IP, je remonte très très haut dans la stack réseau en disant cette IP-là n'arrive plus à l'intérieur. Leurs requêtes, elles sont au moins arrêtées. Court passage sur la conformité. Je vous en ai déjà parlé, ça n'est pas de la sécurité. Moitié troll, enfin à 10% de troll. La sécurité, c'est ce qui se passe quand vous avez tout bien fait mais que ça craque quand même. Avant ça, on appelle ça de la conformité quand on est diplomate. Et puis quand on est un petit peu plus trollesque, on va parler tout simplement d'hygiène. Mais faites les choses propres, c'est ça la conformité. La conformité, c'est quand il y a
un ou une ingénieure qui arrive avec une liste de cases à cocher et qui vous demande « T'as fait ce que tu aurais dû faire ?» Ah non, bah faut le faire. Bah, ça, c'est la conformité. C'est hyper nécessaire parce que tout le monde, moi inclus, j'aime bien donner des leçons, mais je ne les suis pas forcément, on va avoir tendance à ne pas faire les choses à fond, pas toujours faire les finitions, on va oublier des choses. Donc cette conformité-là, elle est intéressante. Par conformité, là, on va avoir des checks par rapport à ce qu'on appelle des frameworks de sécurité. Vous en connaissez au moins deux noms, ISO 27001 en sécurité, alors 27001, 27002, 27005, GDPR, ouais. GDPR, ça reste proche de la sécurité, c'est plus orienté privacy, mais on a des frameworks qui nous aident, des checklists qui nous aident à vérifier qu'on est bien compliant. Je pense que c'est un peu sur ce slide-là, ouais. Ce slide-là, vous voyez ici, c'est le même slide que tout à l'heure, est-ce que le FTP est activé, est-ce que le HTTP est éteint? Bah, si ces checks-là fail, on va vous dire que par exemple par rapport au framework CIS, ça marche plus, je vais plus avoir de pile. Au framework CIS, au framework, ça se passe là, regardez vite, ça va disparaître, voilà, ça se passe là. Au framework CIS aux États-Unis, PCI DSS, la banque, NIST aux États-Unis et CIS CSC aux États-Unis aussi. C'est un slide très pro-américain. On pourrait avoir ISO 27001, GDPR en France, on pourrait avoir SOC 2 aussi dans le monde de la startup. Sont des frameworks. Quand vous avez 100% des questions qu'on vous a posées, vous avez répondu bien, vous payez quelqu'un très cher pour qu'il dise cette société a bien répondu. Et ça vous donne un petit papier qui est sympathique, qui est parfois utile. Dans le monde associatif et personnel, ce n'est pas nécessaire d'aller choper une 27001. Ça coûte très cher. Néanmoins, ça reste des checklists qu'on peut avoir envie de checker. Si on ne sait pas par où démarrer, checker le fait qu'on n'ait pas de serveur FTP sur un truc qui n'est pas un serveur FTP, bah, c'est toujours une bonne pratique. Donc on peut se prendre la PCI DSS, qui est la norme pour les banques, et se dire, bah, tiens, je peux essayer d'aller là. Dans le monde de la gouvernance et de la conformité, on fait ce qu'on appelle le tailoring, c'est-à-dire ce qui ne me concerne pas, je ne le regarde pas. Et on peut le faire avec Wazoo, en disant, ok, tu prends PCI DSS, mais je ne suis pas vraiment une banque, donc ces questions-là, tu ne me les poses pas. Et tu ne les tiens pas en compte dans la note. SecOps, on a l'intégration dans les systèmes de sécurité. Donc là, les personnes qui bossent en sécurité reconnaîtront certains noms. L'idée, c'est simplement de dire, Wazoo, ce n'est pas l'outil magique, ce n'est pas l'outil, vous l'installez et c'est bon, la sécurité est terminée. On va quand même devoir ou installer des outils tiers ou payer des outils tiers, parce que malheureusement, en sécurité, on n'a pas non plus tous les outils à dispo en logiciel libre. Mais voilà, ça s'intègre bien et ça fonctionne bien avec d'autres outils qui viennent, et c'est un point important que je voulais dire là-dessus, qui viennent soit compléter Wazoo, donc donner des informations en plus à Wazoo, ou permettre à Wazoo de faire des choses, mais aussi venir faire le travail de Wazoo. Vous êtes dans une association, vous n'allez pas mettre sur tous les membres un agent. Vous le faites un petit peu à l'endroit. Vous êtes dans une petite société, bah, peut-être que vous n'avez pas besoin de sécuriser toutes les machines. Ça peut arriver. Et vous êtes dans une société un peu plus grande et vous dites, bon, bah là, il faudrait que je prenne un outil du marché à 90 balles par an. Et puis sur cette partie-là, c'est un peu plus soft, mais je veux quand même mettre quelque chose, bah, vous mettez un Wazoo. Il viendra vous faire des économies sur l'autre partie, plutôt que d'acheter l'outil commercial qui peut être nécessaire dans certains cas. Bah, vous ne l'achetez pas pour tout votre parc, vous mettez une partie de votre parc sur Wazoo. Je parle du cloud security, parce qu'on est quand même en 2024, il n'y a pas que les endpoints, et quand on parle de XDR, on parle aussi de cloud aujourd'hui. La sécurité des containers, donc surveiller un Kubernetes, bah, c'est très important. Vous avez vu, hein, c'est souvent des exports, enfin des interfaces graphiques Kibana et Elasticsearch, parce qu'on est beaucoup basé sur les logs. La notion de log et d'alerting, on voit des logs se passer. Le log en lui-même nous dit quelque chose ou nous dit absolument rien. Par contre, la suite de logs, par exemple un container qui n'arrête pas de redémarrer ou qui n'arrive plus à démarrer, bah, c'est une alerte en soi. C'est peut-être plus une alerte pour les SRE, mais la sécurité, on veut peut-être être au courant sur certains comportements pour pouvoir détecter qu'il s'est passé quelque chose. Évidemment, à chaque fois qu'on parle de monitoring et de log, calm down sur les logs, on n'est pas obligé de tout loguer tout le temps, ça coûte très cher, mais c'est bien d'avoir des logs. Et moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un log généraliste, donc c'est-à-dire pour les SRE et les DevOps, où il y a tous les logs de l'infrastructure, et puis pour la sécurité, on a un autre log repository, avec exclusivement les logs dont on a besoin pour la sécurité. Et comme ça, on trie nos logs, parce qu'il y a plein de logs, je m'en fous, j'en ai pas besoin.
Donc, surveillance des serveurs Kubernetes, effectivement, surveillance aussi à l'intérieur des images Docker. On peut avoir des agents à l'intérieur des images Docker, il vaut mieux éviter, très honnêtement. Par contre, on peut faire de l'introspection sur les images Docker. Comme vous avez des outils qui existent pour vérifier les Makefiles, pas les Makefiles, les Dockerfiles du coup, il y a des fichiers des outils qui existent pour vérifier que les Dockerfiles ne sont pas complètement pourris ou que les images ne sont pas totalement pourries. Bah, vous pouvez remonter ces logs-là à Wazoo, et Wazoo servira de SIEM dans sa plus pure acception, c'est-à-dire de vous faire des alertes et de vous dire il se passe un truc avec ce conteneur-là. Ça, ce serait la partie analyse statique, vérifier les Dockerfiles. Et puis après, il y a aussi l'analyse dynamique, puisque vous aurez installé un agent sur votre serveur Kubernetes. Bah, ça vous dira, il y a ce conteneur-là, il commence à dérailler, il fait des connexions dans tous les sens, notamment dans des pays sur lesquels il n'est pas prévu que je fasse des connexions, que j'initie des connexions. J'ai mis encore un truc, mais je vais accélérer parce que sinon je vais manquer de temps. La partie que au moins beaucoup d'entre vous ne connaissent pas du tout, et puis bon, les ingés sécurité, j'espère que vous en avez déjà entendu parler, c'est la partie CSPM, le Posture Management. C'est comment on se comporte par rapport à nos services de cloud, j'entends AWS, Google et les autres. Ça part d'un principe simple, ça coûte un bras. Donc le CSPM n'a pas été mis en place par la sécurité, c'était juste surtout par les financiers, il faudrait utiliser moins. Puis en termes de sécurité, on a aussi la posture management nécessaire qui est ouais, ce serait bien que le S3 ne soit pas ouvert sur le monde. Ce serait pas mal. Ce serait bien qu'on ait des VPC, c'est-à-dire des réseaux chez le clouder pour vérifier que le cloisonnement est respecté. Bah ça, Wazoo sait très bien le faire. Il sait se connecter. Alors là, j'ai pris un exemple dans la diversité, mais bon, c'est Microsoft, quoi. Wazoo va recevoir... Ah non, j'ai mis les trois, c'est bon. Va recevoir des informations des clouders directement, c'est-à-dire en push, ou alors il peut aller faire du pull. Ça dépend des connecteurs que vous allez vouloir utiliser. Va recevoir des informations du clouder et le clouder, il y a l'admin log, par exemple, un ingénieur DevOps ou une ingénieure DevOps vient de lancer une nouvelle machine virtuelle. Peut-être qu'en sécurité, on est intéressé par savoir ça. Peut-être qu'on est intéressé quand il y a quelqu'un qui met, je pense que c'est, bon là c'est la configuration, vous avez des cases à cocher, ça va vite. Ici par exemple, c'est un extract où on voit, enfin moi je vois, vous beaucoup moins, mais on a des misconfigurations avec sévérité haute, il y a peut-être même une critique dedans, où on voit qu'il y a dans un projet, il y a quelqu'un qui a ouvert des ports, par exemple le 90-99. Il y a la première ligne ou la deuxième ligne, c'est un MySQL qui pop et qui est ouvert sur Internet. Parce que la configuration au niveau du clouder, au niveau des firewalls, est faite comme ça. Il y a un MySQL qui vient donc un serveur de base de données qui vient de s'allumer et qui est ouvert sur Internet. Et nous, en sécurité, on n'aime pas trop ça. Donc, on veut une alerte. Et donc, le posture management, c'est un peu ça, c'est de dire, bah, la police, le standard chez nous, dans l'association, à la maison, puisqu'on peut parfois utiliser du cloud à titre personnel, la posture, c'est qu'il n'y a rien d'ouvert, ou il n'y a toujours pas de serveur FTP, il n'y a pas un MySQL ouvert sur la planète, et quand ça arrive, bah, Wazoo nous mettra une petite alerte. Donc, sur ce point-là, très précis, j'avance un tout petit peu. Là, on est sur de l'AWS, on a CloudTrail sur AWS, donc c'est un espèce de log management et un petit peu de compute. On voit qu'il y a des gens qui font des listings d'utilisateurs, de la création d'utilisateurs. Vous voyez, on peut aussi aller se connecter à Active Directory ou à Okta ou à Vault ou à plein d'autres outils et regarder leur log et se dire ce comportement-là dans le logiciel, quand on regarde dans les logs du logiciel, bah, ce comportement-là, on n'aime pas. Des suppressions des utilisateurs, des ajouts d'utilisateurs, l'ajout d'un nouvel administrateur doit toujours lever une alerte. Bah, ça va être permis. Ce point-là est important. Pas forcément celui-là, hein, c'est toujours la suite. Parce que quand on pense EDR, antivirus next-gen, EDR, on a beau arriver sur la notion d'XDR, on oublie que ce n'est pas juste un antivirus pour la machine. C'est beaucoup plus large que ça. On confie nos SIEM là, même si ce n'est pas le meilleur SIEM du marché, c'est un très bon SIEM pour les petites entreprises, les associations, le personnel et pour des parties de grosses entreprises. C'est un excellent SIEM pour aller regarder un peu partout. Ce sera une interface pour que vous ayez une overview complète de votre sécurité. C'est Wazoo, c'est open source, ça déchire. Ça permet de sécuriser, il faut toujours sécuriser. Ça permet de prévenir, parce qu'on va détecter, on va empêcher, on va réagir. Ça permet de guérir,
Ouais, même moins que ça. Ça permet de guérir, pardon. On va mettre en quarantaine des trucs, on va éteindre des machines, on va pousser des scripts. Hein. On peut vraiment faire des choses depuis Wazoo sur les postes clients grâce à l'agent. C'est évidemment une intrusion, mais c'est toujours un problème avec la sécurité. Et ça permet de vivre heureux, parce que quand on est en sécurité, on est super heureux. Je l'ai fait, j'ai un peu de temps, on vient de m'afficher un écriteau. Qui a déjà entendu cette phrase? La sécurité est un frein. Nous, en tant qu'ingénieurs sécurité, on est au moins 2 dans la salle, mais pas seulement chez qui on a des copains un peu partout. On est beaucoup à l'avoir entendu. Ah, ok, les amis, vous freinez tout, quoi, vous empêchez de tout faire et tout ça. Et un jour, un dirigeant de sécurité, j'étais un tout petit peu plus jeune que maintenant, je n'avais que 22 ans, alors que maintenant j'en ai 24, m'a dit ouais, je suis d'accord, on est un frein. Et j'étais un peu surpris, parce qu'en règle générale, en sécurité, on exècre cette phrase. Il m'a dit, t'es déjà monté dans une bagnole sans frein? Ah, je dis, ouais, c'est pas mal. Ouais, la sécurité, c'est un frein, c'est une bonne chose. On empêchera un petit peu le monde de tourner carré pour le bien. Last but not least, parce que c'est beau, une belle présentation, la sécurité, c'est bien. Je suis sûr que vous avez toutes et tous envie de rentrer chez vous et d'installer Wazoo. Toutes et tous envie de faire de la sécurité. Venez faire de la sécurité, c'est le meilleur métier du monde. C'est pas magique. C'est vraiment pas magique. Déjà, comme tous les logiciels, il y a des bugs. C'est jamais parfait. Ça, on est tous d'accord. Mais en plus, Wazoo, c'est quand même quelque chose de compliqué. Première chose compliquée, ça ne gère pas les mobiles. Ça gère les mobiles maintenant? Ça gère les mobiles. Je ne suis pas à jour. J'allais justement demander si ce serait possible de lancer sur Linux mobile. Sur Linux mobile, je pense que oui. Android et iOS ont des caractéristiques de système d'exploitation qui sont extrêmement spécifiques. Le cloisonnement, l'absence de droit route et tout ça, qui sont très problématiques, y compris pour les grosses équipes comme CrowdStrike ou SentinelOne, qui sont les 2 plus gros du marché, qui misèrent à mort avec le mobile. Donc c'est un peu plus compliqué. Vraiment sur mobile, c'est... et même leurs produits à eux, j'ai eu la chance, le plaisir de les avoir sur le monde professionnel. Voilà, ils ont fait au mieux qu'ils pouvaient, mais de toute façon, dans ce monde-là, c'est très difficile. Mais bon, voilà. Je vérifierai. Merci de l'info. Le mobile, pas couvert. Dans une époque où on a quand même beaucoup de tablettes, un de mes derniers employeurs sur lesquels j'ai travaillé sur le DR, un petit garagiste, on va dire, très surpris le fournisseur en face quand je lui explique que j'ai à peu près 40 000 ordinateurs, 40 000 utilisateurs, donc c'est un beau parc. Par contre, j'ai besoin d'une solution mobile. Il me dit, ouais, t'en as quelques-uns, enfin, il y a des mobiles professionnels, tout le monde n'a pas un mobile. Oh non, j'ai à peu près 70 000 tablettes et téléphones Android. Parce que dans les garages, on ne va pas fournir aux mécanos un laptop. On leur fournit une douchette, on leur fournit une tablette, un téléphone, et on a besoin de cette sécurité-là. Mais ça, c'est pas encore tout à fait au point parce que les systèmes d'exploitation, les fournisseurs de systèmes d'exploitation, Android ça va, même si aujourd'hui Android on peut considérer que c'est plus aussi libre qu'avant. iOS, n'essayez même pas, ça marchera pas. C'est pas facile parce que c'est de l'architecture. Et que si j'aime beaucoup dire la sécurité c'est un vrai métier, il faut bien reconnaître aussi que SRE et DevOps c'est un vrai métier. Et si vous n'avez jamais eu la sensation que c'en était un, bah, essayez simplement d'installer un élastique à la maison et de faire en sorte qu'il marche aussi bien, ne serait-ce que 3 semaines après l'installation. En étant à jour et tout ça, c'est pas juste je l'installe dans un coin et je le laisse. Elastic, c'est pas forcément le plus difficile, mais allez jouer avec MongoDB et Cassandra et ça va vite vous convaincre que c'est un vrai métier. Voilà. Donc ça s'installe assez facilement. En plus, il y a des images qui existent pré-packagées. Ça mérite d'être regardé parce que le service rendu est énorme, mais attention, ce n'est pas non plus une boîte magique. Et c'est encore moins une boîte magique parce que ça reste un logiciel expert. Pour tirer 100% du bénéfice de Wazoo, bah, faut des gens qui ont aussi une envie, une appréciation du monde de la sécurité. Ça ne va pas juste être un truc qui vous donne une alerte et qui vous dit exactement comment la résoudre. Il faut de l'humain dans ces process-là. Et donc, ça ne sera pas magique à ce niveau-là. Pas du tout. Plus, évidemment, la notion de bug, qui n'est pas forcément négligeable. Vous avez vu un peu la complexité de Wazoo avec les différents composants internes.
bah, voilà, tous ces composants-là apportent leur lot de bugs ou de petites surprises au quotidien. Et la configuration? Parce que, Facile. En vrai, c'est pas le... Il a déjà des règles de corrélation qui vont lui permettre de trouver des choses intéressantes. Ouais. C'est l'installation, la maintenance. Et après, toute cette partie qu'en sécurité, on appelle le tailoring, qui est... En sécurité, on aime beaucoup faire ça. On va te fournir un truc comme ça, même si à l'intérieur, tu as besoin que de ça. Et le tailoring, c'est justement descendre comme ça. Tu ne m'as pas répondu que tu es de la sécurité, toi? Si, donc tu sais. Pardon. Mais le tailoring, voilà, ça va être un gros travail. Et puis, rajouter des règles qui sont propres à ton SI. Rajouter des connecteurs qui sont propres à ton SI, parce que c'est majoritairement basé sur du log. Donc, il faut faire pleuvoir le log au bon endroit. Et puis, à la fin, que le log, il arrive chez Wazoo, il faut que l'agent le chope, le log. Ça, c'est des choses qui sont un peu chiantes et un peu longues. Pourquoi je dis que c'est facile? Parce que c'est le même pour tous les produits. Un ingénieur ou une ingénieure Linux, quelqu'un qui sait faire de l'admin 6 saura installer Wazoo. Ça ne demande pas de compétences spécifiques en sécurité. Et après, être très précis et très taquis dans les règles, notamment dans les règles YARA, là, ça demande un petit peu plus de travail. Mais c'est très fun, hein, faites-le. Venez en sécurité. Je ne dois pas être loin de la fin. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Wazoo, vous l'avez vendu comme un produit vraiment super. Ouais. Comparé à une solution professionnelle, pourquoi est-ce que les entreprises n'utilisent pas ce produit d'utilité graphique Pourquoi est-ce que les entreprises préfèrent? Pourquoi les entreprises? Plutôt que ça. La question est de savoir pourquoi les entreprises n'utilisent pas plus Wazoo. Déjà, il y en a qui l'utilisent, hein, il y a quand même quelques-unes. Notamment l'une des chaînes de télévision principales françaises utilise Wazoo. Logiciel libre, ça a du mal à rentrer aussi dans le monde de la sécurité. Faut savoir qu'une partie de nos décideurs en sécurité, le monde n'est pas parfait ni en sécurité ni ailleurs, quel que soit l'endroit où vous êtes. On aime bien le commerce, on aime bien aller une fois par an à Monaco, acheter des produits très chers et se dire c'est bien. Il y a une forme aussi en sécurité de déresponsabilisation et de notarisation qui est, quand j'ai acheté un audit chez une société qui faisait de la téléphonie il y a quelques années, j'ai quand même un beau papier avec un logo dessus et puis du coup je suis perché parce que j'ai pris une société bien connue. J'ai pas fait mon audit moi-même. Ça, c'est très très régulier en sécurité. On aime bien refiler la patate chaude à une société. Et comme on refile la patate chaude à une société, on ne monte pas un Wazoo à la maison, on achète un produit sur le commerce. Et quand CrowdStrike se casse la gueule en début d'année, on se dit, c'est pas de ma faute. J'ai pris le leader du marché. Donc il y a de ça aussi. C'était le slide d'avant, mais c'est un vrai métier d'assurer une architecture comme ça. Il y a des données de sécurité à l'intérieur. On a parlé succinctement tout à l'heure de privacy par rapport au fait qu'il y avait des agents sur les machines et qu'on pouvait un peu avoir accès aux logs. C'est difficile de dire aux utilisateurs et aux utilisatrices, je vais prendre tes logs, je vais les mettre dans un agent et je vais les envoyer aux États-Unis. Donc plutôt que faire ça, on met Wazoo et c'est chez nous et c'est très bien, mais ça va faire beaucoup de logs et il va falloir sécuriser la solution de sécurité. Donc c'est un peu le rabbit hole, un peu chiant. Ça progresse, mais après il faut qu'il y ait des gens qui veuillent le faire. Il y en a quand même quelques-unes qui l'utilisent. Par contre, ce sera très très rare qu'une société arrive et dise j'utilise Wazoo. J'utilise CrowdStrike, SentinelOne, Tetris, Arfanglab. Puis après, quand tu cherches, il y a peut-être des endroits de l'infrastructure où il y a du Wazoo parce qu'on s'est dit que ce n'était pas la peine de payer pour cette partie-là. 1 minute. Vous venez de dire par rapport à encourager ou persuader les gens à l'avoir sur leur table, par exemple. Mais il est tout à fait possible d'avoir tous les deux, le serveur et les clients, sur le même. Ouais. Ça ferait une architecture très distribuée. Alors la question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir on peut ne pas convaincre les gens d'avoir un agent et de rentrer les données sur un serveur centralisé, mais on pourrait avoir le serveur et l'argent. Donc la partie brain et la partie agent sur la machine. C'est notamment un mouvement culturel aussi, très lié au local first, j'en parlais hier, mais l'idée d'avoir ne plus avoir en centralisé pour l'équipe de sécurité que les alertes. Comme ça, moi, je ne reçois pas les données privées de l'ordinateur, je reçois juste quand l'ordinateur il a dit qu'il y avait une alerte. Pas mal d'outils qui se tournent vers ça, mais ça prend du compute. Ça prend beaucoup de compute et on vient quand même d'un monde où, vous comme moi, on a dit il m'ennuie cet agent, il fait ramer ma machine. Et si vous avez installé la dernière version de macOS, peu d'entre vous l'ont fait probablement, mais si vous avez installé la dernière version de macOS et que vous avez activé le firewall local, vous savez de quoi je parle, vous n'avez plus Internet. Donc ouais, c'est possible. Et en termes d'architecture, bien sûr, c'est une idée.
avec une idéologie derrière, mais sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Une dernière question? Oui? Non? Oui? Oui, justement, en termes de puissance nécessaire, quand on veut l'installer par une petite association, est-ce que ça demande beaucoup de... Non. Si tu n'as pas trop de laptop et que tu trimes la base de données, c'est-à-dire que tu n'essaies pas de garder les données pendant un an, c'est bien hein, parce qu'on peut faire de la cohération sur un an, mais il ne faut pas, ça va prendre de l'espace et tout ça. Non, c'est faisable. Hein. C'est faisable. Le mets pas sur un Raspberry Pi. Dernière. C'était justement aussi, j'étais en train de regarder les nouveaux articles où on parlait Ouais. sur Ouais, évidemment. Moi, je l'ai même sur un vieux Barbone, tu sais, les trucs carrés là, de chez HP, qui fonctionnent super bien à je crois que c'est 1,1 ou 0,9 GHz. Mais ça rame à mort. Mais voilà, pour une maison avec 3 laptops, 3 desktop laptops, ça marche. Jeu 7 et match, je vais devoir couper pour laisser place à quelqu'un. Mais je reste dehors et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.